Je m'appelle Isabelle Dubois et j'ai 52 ans. Si quelqu'un m'avait demandé comment j'imaginais le jour de la remise de diplôme de ma fille, je peux vous garantir que je n'aurais jamais imaginé ce qui s'est passé aujourd'hui. Dans le salon privé et chaleureux d'un restaurant gastronomique français du centre-ville de Bordeaux, le tintement des verres et les éclats de rire remplissaient l'air. Une cinquantaine de personnes, familles et amis, s'étaient réunies pour célébrer Chloé, mon enfant unique. La fille aux yeux brillants et au sourire qui faisait ma plus grande fierté au monde. J'étais assise à côté de Chloé, le cœur rempli de joie, jusqu'à ce qu'Antoine, mon mari depuis 26 ans, se lève. Il a levé sa coupe de champagne comme s'il s'apprêtait à porter un bref toast à notre fille. Tout le monde s'est tu, tous les regards tournés vers lui. Mais au lieu de mots de félicitations, j'ai décidé de commencer une nouvelle vie sans Isabelle. La pièce s'est figée instantanément. Le bruit des couverts s'est arrêté net. Quelques murmures stupéfaits ont brisé le silence. J'ai entendu quelqu'un halter derrière moi. Je suis restée assise là, clignant des yeux une seule fois. Tous les regards étaient braqués sur moi, attendant une explosion. Des cris, des larmes, peut-être même une gifle dramatique comme dans les films. Antoine est resté debout, son verre tremblant légèrement dans sa main, me mettant au défi de réagir. Mais je ne lui ai pas donné cette satisfaction. J'ai souri, un sourire calme et posé qui a fait reculer Antoine d'1 centimètre. J'ai doucement posé ma serviette sur la table, je me suis levé et j'ai sorti une enveloppe de couleur crème de mon sac à main. Je l'ai posée devant lui aussi nonchalamment que s'il s'agissait de l'addition du dîner. « C'est un cadeau pour toi », ai-je dit, ma voix assez claire et assurée pour que tout le monde l'entende. Chloé s'est tournée vers moi, ses grands yeux remplis de larmes. Elle portait encore sa toque de diplômée et la robe bleu ciel que nous avions soigneusement choisie ensemble la semaine dernière. Semblant désormais hors de propos au milieu de cette atmosphère pesante, je me suis penché, j'ai embrassé son front et j'ai murmuré « Je suis fier de toi. C'est ta journée. Ne laisse personne te la voler. » Puis je me suis redressé et j'ai balayé la pièce du regard. Des visages familiers, des personnes qui étaient venues chez nous pour les repas de Noël, qui s'étaient assises autour de la table de ma cuisine en riant à des blagues stupides, fuyaient maintenant mon regard comme des enfants coupables pris en faute. Parce qu'ils savaient. Ils savaient tous qu'Antoine fréquentait une femme de près de 20 ans plus jeune, une fille nommée Léa, qui avait l'habitude de m'appeler grande sœur à chacune de ses visites. J'ai pris une grande inspiration, j'ai affiché le sourire le plus gracieux dont j'étais capable et j'ai dit, je vous en prie, tout le monde, profitez du reste de la fête. Passez une excellente après-midi. Sans attendre de réaction, je me suis retourné et j'ai quitté la salle de réception. Mes talons claquaient sur le sol en marbre, résonnant dans la pièce comme une cloche dans une église silencieuse. Je ne me suis pas retourné. Je n'avais pas besoin de voir leur visage pour savoir qu'ils observaient chacun de mes pas. Lorsque la lourde porte du restaurant s'est refermée derrière moi, je me suis enfin autorisé à expirer. Dehors, la chaleur écrasante d'un mois de juin dans le sud-ouest m'a frappé de plein fouet, mais je l'ai accueillie avec joie. Elle me rappelait que j'étais vivante. J'étais toujours debout. Derrière moi, j'ai entendu la porte s'ouvrir avec fracas et la voix d'Antoine, qui n'était plus du tout confiant, mais paniqué. « Isa, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle ?» J'ai descendu lentement les marches en pierre, un sourire froid se dessinant sur mon visage, un sourire qu'Antoine n'avait jamais vu auparavant. Car au fil des ans, j'avais si bien joué le rôle de la belle épouse qu'il en avait oublié qui j'étais vraiment. Une femme qui avait autrefois bâti une carrière à partir de rien avant d'y renoncer pour soutenir ses rêves à lui. Je n'ai pas répondu au cri d'Antoine. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil en arrière. J'ai juste resserré ma prise sur mon sac à main, sentant la deuxième enveloppe à l'intérieur, une copie des papiers du divorce et des preuves que j'avais si soigneusement rassemblées. Je me souvenais encore de cette journée d'hiver glacial où tout avait basculé en moi. C'était une soirée de janvier et je passais en revue les factures de fin d'année de la famille. Antoine n'était encore une fois pas rentré, prétextant son habituelle excuse de rendez-vous avec des clients à Biarritz. J'ai ouvert le relevé bancaire, prévoyant de le parcourir avant le dîner, quand une petite dépense inhabituelle a attiré mon attention. Une bijouterie à Paris. J'ai froncé les sourcils. Antoine ne portait jamais de bijoux, et je n'avais pas reçu de cadeau de sa part depuis des années. Un sentiment de mauvais présage a glacé mon cœur. J'ai commencé à prêter plus d'attention. D'autres dépenses suspectes sont apparues, des dîners dans des restaurants hors de prix, des factures d'hôtel inexpliquées,
des billets d'avion pour des villes qu'Antoine ne mentionnait jamais. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai ni crié, ni accusé. Au lieu de cela, j'ai tout noté discrètement. Date, montant, détail. Une semaine plus tard, je suis tombé sur l'iPad oublié d'Antoine sur le canapé. L'écran était encore allumé et une conversation était ouverte. Léa. Son nom brillait en haut de l'écran, accompagné d'un flot de messages promettant une nouvelle vie, une maison au bord de la plage, et des nuits passées seuls tous les deux. J'ai fermé l'iPad d'une main tremblante. Mais mon esprit était plus clair que jamais. Si Antoine pensait que je partirais sans faire de vagues, il s'était trompé de femme. Ce soir-là, quand il est rentré, je l'ai accueilli avec mon sourire habituel, je lui ai servi un verre de vin et j'ai fait comme si de rien n'était. Mais au fond de moi, ma décision était prise. Le lendemain, j'ai rencontré maître Camille Rousseau, une avocate spécialisée dans les divorces que j'avais connue lors d'un séminaire financier quelques années auparavant. Camille était brillante, pragmatique et d'une discrétion absolue. Exactement ce dont j'avais besoin. Dans son bureau baigné de soleil, j'ai tout étalé sur la table. Les finances, les messages, le comportement d'Antoine et mes intuitions. Camille a eu à peine besoin d'entendre la moitié de l'histoire avant d'acquiescer. La première chose, m'a-t-elle dit, est de vérifier votre contrat de mariage. J'en avais sorti une copie du coffre-fort de la maison. C'était un document qu'Antoine avait exigé avant notre mariage, à l'époque où j'avais plus de biens que lui. Je me souvenais du goût amer dans ma bouche quand je l'avais signé, mais je n'aurais jamais imaginé que plus de 2 décennies plus tard, ce même papier deviendrait mon bouclier. Clause 14, si l'une des parties est reconnue coupable d'adultère pendant le mariage, l'autre partie conservera la majorité des biens conjugaux, y compris la maison, les plans d'épargne retraite et les investissements. À partir de ce moment-là, chaque soir après le départ d'Antoine pour ses réunions, je passais des heures à éplucher les factures, les transactions bancaires et les emails, en sauvegardant le tout sur un disque dur privé. J'ai engagé un détective privé, Julien, un ami d'enfance de mon frère, pour suivre Antoine quand c'était nécessaire. Il n'a pas fallu longtemps à Julien pour me fournir des photos d'Antoine et Léa se tenant par la main dans un complexe hôtelier à Cannes, où ils s'étaient enregistrés sous de faux noms. J'ai été prudente, méthodique, traitant chaque mouvement comme une partie d'échec. Je ne voulais pas seulement quitter Antoine. Je voulais qu'il se sente impuissant, qu'il goûte à la trahison qu'il m'avait si négligemment infligée au cours de l'année écoulée. J'ai rassemblé suffisamment de preuves sur 3 mois. Pendant ce temps, Antoine continuait de jouer le père de famille parfait, des dîners avec Chloé, de douces conversations sur nos rêves de retraite. Il n'avait aucune idée que chaque mensonge, chaque regard fuyant ne faisait que renforcer ma détermination. Pour s'assurer que le dossier était en béton, Camille m'avait conseillé d'attendre après la remise de diplôme de Chloé. D'un côté, je ne voulais pas gâcher le grand jour de ma fille. De l'autre, je savais qu'Antoine choisirait ce moment pour passer à l'action, car il se souciait plus des apparences que de la réalité. J'ai préparé l'enveloppe de couleur crème remplie des documents soigneusement rédigés par Camille, la requête en divorce, les preuves de l'infidélité et une liste détaillée des biens à diviser selon notre contrat de mariage. Je l'avais glissé dans mon sac à main ce matin-là. J'étais prête. Tout ce dont j'avais besoin, c'était qu'Antoine franchisse le point de non-retour, et il ne m'a pas déçu. Le bruit des pas d'Antoine courant derrière moi, sa voix paniquée appelant mon prénom, n'ont fait que renforcer ma détermination. À chaque pas, je laissais derrière moi des années de loyauté aveugle, marchant vers un avenir où je ne serais plus enchaîné par la trahison et les promesses vides. Le son des chaussures d'Antoine martelait urgemment le trottoir alors qu'il me poursuivait. Mais je n'ai pas ralenti. Dans mes oreilles, j'entendais sa voix se briser, furieuse et paniquée à chaque mot. « Ah, tu ne peux pas faire ça. Parle-moi. » Je me suis arrêté au coin de la rue, sous l'enseigne d'un petit fleuriste, et je me suis retourné. Antoine a accouru, serrant l'enveloppe que j'avais laissée sur la table de banquet comme si c'était la seule chose qui pouvait le sauver. « C'est quoi ce délire » a hurlé Antoine en agitant l'enveloppe. J'ai gardé mon regard fixe, sans cligner des yeux. « Je te donne juste ce pourquoi tu as travaillé si dur tout ce temps, ai-je répondu d'un ton léger. Il a déchiré l'enveloppe sur place, en sortant la pile de papier à l'intérieur. Son visage a rougi, puis a pâli en l'espace de quelques secondes. Je pouvais voir ses mains trembler alors qu'il lisait les premières lignes. Preuve d'infidélité. Comment as-tu obtenu tout ça, a-t-il murmuré, la voix brisée. J'ai croisé les bras et j'ai répondu simplement, parfois,
il suffit qu'une personne soit négligente et que l'autre soit patiente. Antoine a relevé brusquement la tête, la panique brillant dans ses yeux. Tu ne peux pas utiliser ça contre moi. Le contrat de mariage a expiré depuis longtemps. J'ai souri, incapable de cacher une pointe d'ironie. Tu aurais dû le lire plus attentivement avant de le signer. La clause 14 stipule clairement, ceci reste valable pendant toute la durée du mariage. C'est toi qui l'as exigé à l'époque, inquiet pour ton patrimoine. Aujourd'hui, ironiquement, c'est ce qui me protège. Antoine a regardé à nouveau le dossier, froissant un coin du papier dans son poing comme si cela pouvait changer la réalité. Je n'ai pas détourné les yeux de son visage, regardant son arrogance familière voler en éclats. Mais qu'est-ce que je perds, a-t-il demandé, presque en s'étouffant. J'ai penché la tête comme si je réfléchissais à la réponse, même si j'en connaissais chaque détail par cœur. La maison à Bordeaux, ta part de nos plans d'épargne retraite et près de 70% de nos investissements communs. Quant à ce compte personnel que tu croyais avoir caché, je l'ai déjà fait geler. Antoine a reculé d'un pas comme s'il avait été frappé. Impossible, a-t-il balbutié. Léa et moi, nous avions un plan. La nouvelle maison, la nouvelle vie. Je l'ai interrompu, ma voix calme, mais tranchante comme de l'acier, ta nouvelle vie, Antoine. Vous allez la commencer dans un appartement en location et avec un compte bancaire bloqué. La brise du début de l'été transportait le léger parfum des fleurs de la boutique d'à côté. Au milieu de ce décor paisible, Antoine avait l'air totalement perdu, comme un homme qui réalise qu'il a tout perdu en une fraction de seconde. Ses mains serraient la pile de papier plus fort, ses yeux étaient rouges. « Tu es en train de me détruire, Isabelle » a-t-il râlé. « Non » ai-je répondu, le regard inébranlable. « Tu te fais ça à toi-même depuis longtemps. Je te laisse juste assumer les conséquences. » Un taxi s'est approché. J'ai levé la main et je l'ai hélé, n'accordant pas une seconde de plus à l'homme figé comme une statue devant moi. Alors que la portière de la voiture s'ouvrait, je me suis retourné une dernière fois. « Antoine » ai-je dit, d'une voix basse et définitive. « Je t'ai autrefois aimé de toute ma vie, mais tu as tout jeté par la fenêtre pour un fantasme éphémère. À partir de maintenant, tu es tout seul. » Je suis monté dans le taxi et j'ai fermé la portière. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai vu par la fenêtre Antoine debout, seul, tenant l'enveloppe froissée, avec le regard hébété d'un homme qui venait de perdre tout son univers. En moi, il n'y avait ni colère, ni douleur, seulement un sentiment profond et immense de soulagement, comme si j'avais enfin retiré une armure rouillée que j'avais portée bien trop longtemps. Je savais qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, la bataille juridique, les ragots, les regards curieux. Mais je savais aussi que j'avais récupéré la chose la plus précieuse de toutes, le droit à ma propre vie. Je suis retourné dans notre ancienne maison bourgeoise du centre historique de Bordeaux, alors que la lumière du soir teintait les murs de pierre blonde d'une couleur dorée. Cette maison avait autrefois symbolisé tout ce que nous avions construit ensemble. Ou du moins, c'est ce que j'avais cru. Moins d'une heure après avoir franchi le seuil, j'ai entendu une voiture s'engouffrer à toute vitesse dans l'allée. La porte d'entrée s'est ouverte avec une telle violence que les gonds ont grincé. Antoine a fait irruption, ressemblant à une tempête égarée. Le papier froissé était toujours serré dans sa main. « Isabelle » a-t-il crié, frénétique. « Il faut qu'on parle, tout de suite. » Je suis resté assise sur le canapé du salon, la lumière jaune et chaleureuse de la lampe projetant de doux reflets sur le mur de photos de famille. J'ai fermé mon ordinateur portable et je l'ai regardé sans la moindre once d'émotion. « Assieds-toi » ai-je dit, la voix aussi calme que si j'invitais un étranger. Mais Antoine ne s'est pas assis. Il a fait les 100 pas comme un animal en cage, tirant sur ses cheveux, respirant bruyamment. « Tu ne peux pas faire ça » a-t-il fini par lâcher, me pointant du doigt comme s'il cherchait une once de pitié. L'appartement dans le quartier des Chartrons que Léa et moi étions sur le point de louer. Ils viennent d'appeler pour dire que le bail était refusé. Quoi? Je me suis adossé au canapé, les doigts tranquillement croisés. Parce que ton dossier de crédit a été signalé, ai-je répondu froidement. Plusieurs transactions suspectes ont déclenché une alerte dans le système. L'agence de courtage a appelé sur notre téléphone fixe pour vérifier, ai-je répondu, comme le ferait toute épouse responsable. Les yeux d'Antoine se sont écarquillés sous le choc. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. J'ai continué sans lui laisser le temps de réagir. Et ce n'est pas tout.
Ce compte personnel que tu pensais si bien caché, il est désormais gelé par une ordonnance temporaire du tribunal. J'ai eu un sourire en coin. Félicitations, Antoine. Tu as exactement 2 options maintenant. Compter sur la bonté des autres ou commencer à apprendre à vivre humblement. Antoine a trébuché vers la chaise en face de moi, les coudes sur les genoux, enfouissant sa tête dans ses mains. C'était une image dont je savais que je me souviendrais longtemps. Je voulais juste une vie meilleure, a-t-il marmonné, hébété. Léa et moi, on avait des projets, Isabelle. On voulait repartir à zéro. Alors, repars, ai-je dit, ma voix douce mais coupante comme un rasoir. Commence par apprendre à payer ton loyer toi-même. Paie tes propres factures d'électricité. Fais face à tes propres conséquences. Il a levé la tête, le visage rouge. Tu gâches ma vie pour une seule erreur. J'ai ri. Un son sec et creux, sans une once de pardon. Une erreur. J'ai insisté sur chaque mot. Oublier l'anniversaire de sa femme, c'est une erreur. Laisser un manteau au restaurant, c'est une erreur. Ce que tu as fait, tromper, cacher de l'argent, planifier d'abandonner ta famille le jour le plus important de ta fille, ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Il m'a dévisagé, réalisant enfin que ses excuses habituelles ne trouveraient aucune clémence ici. J'ai besoin d'argent, a-t-il dit, comme si énoncer une évidence allait régler quoi que ce soit. J'ai croisé les bras, en me penchant en arrière. Pourtant, tu avais un compte secret. Tu avais Léa. Tu avais des projets. Mais tu ne m'as plus, et tu n'as plus Chloé. Entendre le nom de Chloé a fait tressaillir Antoine, comme s'il avait reçu un coup de poing dans la poitrine. Est-ce qu'elle sait, a-t-il demandé, la voix brisée. Pas encore, ai-je dit. Mais bientôt. Et quand elle le saura, ce sera à toi de lui expliquer pourquoi le jour de sa remise de diplôme s'est transformé en désastre. Antoine est resté figé, comme si tout le poids de ses erreurs l'avait finalement écrasé. Je me suis levé et j'ai pris mes clés sur la table. Je te donne 2 jours pour faire tes affaires, ai-je dit, d'une voix ferme et définitive. Après ça, les serrures seront changées. Tu devras trouver un autre endroit pour commencer ta nouvelle vie. Je me suis dirigé vers la porte sans me retourner. En la refermant derrière moi, je l'ai laissé seul, avec pour seule compagnie sa respiration lourde et un silence glacial qu'il ne savait plus comment combler. J'ai conduit directement chez Diane. La sœur d'Antoine, la seule de sa famille qui m'était restée loyale. Sa petite maison au volet bleu pastel se dressait paisiblement sous d'immenses chênes, en banlieue de la ville. Quand je suis arrivé, elle m'attendait déjà sous le porche, le visage tendu par l'inquiétude. « Ça va ?» a demandé Diane dès que je suis sorti de la voiture. « Mieux que tu ne le penses ?» ai-je dit avec un sourire étrange. Diane m'a serré fort dans ses bras, sans avoir besoin d'en demander plus. À ce moment-là, j'ai su que j'avais trouvé le bon endroit pour me ressourcer. Chloé devait me rejoindre ici plus tard dans la soirée, après avoir fêté l'événement avec ses amis. Je lui avais envoyé un texto pour lui assurer que tout irait bien et qu'elle devait juste me faire confiance. Nous étions assises dans le salon, sirotant un thé à la menthe, quand on a sonné à la porte avec insistance, brisant le calme. Diane m'a jeté un regard perçant, a posé sa tasse et est allée ouvrir. Des pas lourds ont résonné sur le parquet. Antoine et Léa sont entrés. 2 tempêtes se déplaçant dans des directions opposées. Antoine avait l'air détruit, les yeux cernés, tandis que Léa, ses cheveux blonds soigneusement bouclés, moulés maladroitement dans une robe hors de prix, osait à peine lever la tête. Je suis restée assise, attendant. Isabelle, a commencé Antoine, la voix tendue par un contrôle forcé. Il faut qu'on parle. On a assez parlé, ai-je répondu froidement. Léa s'est agitée nerveusement à côté de lui, ses yeux fuyants. Clairement, elle ne s'attendait pas à ça. Antoine s'est tourné vers Diane comme pour chercher une alliée, mais elle a croisé les bras et a bloqué l'entrée du salon, refusant de les laisser avancer davantage. À cet instant précis, Chloé est entrée par la porte de derrière, toujours dans sa tenue de cérémonie bleu marine, ses talons au couvert de poussière. En voyant la scène devant elle, elle s'est figée, les yeux brûlants de fureur. « Qu'est-ce que tu fais ici, papa ?» a exigé Chloé, d'un ton plus tranchant que je ne l'avais jamais entendu. « Papa, je voulais juste tout expliquer. » Antoine a fait un pas en avant, mais Chloé a levé la main pour l'arrêter. « Expliquer quoi ?» a-t-elle cinglé.
Expliquer pourquoi tu as transformé ma remise de diplôme en désastre, ou pourquoi tu as trahi maman en essayant de rafler tout ce que tu pouvais. Antoine s'est figé, les lèvres pincées. Léa a touché son bras comme pour essayer de le retenir, mais il a secoué la tête. J'ai fait des erreurs, a lâché Antoine avec difficulté, la voix tremblante. Mais je suis toujours ton père, Chloé. Elle l'a regardé, les yeux débordant de déception. N'utilise pas le mot père pour excuser ce que tu as fait, a dit Chloé. Si tu tenais vraiment à ta famille, tu n'aurais pas choisi la trahison, et encore moins aujourd'hui. L'atmosphère est devenue lourde. Antoine s'est tourné vers Léa, cherchant son approbation. Mais Léa avait déjà reculé, son regard passant de la gêne au doute. Cet argent qu'Antoine avait promis d'investir dans notre nouvel appartement, a balbutié Léa. Tu avais dit que le virement était déjà fait, mais je viens d'appeler la banque. Le compte est bloqué, alors ce n'était que des promesses en l'air. Antoine s'est détourné, fuyant son regard. Je suis restée assise, n'ayant besoin de rajouter aucun mot. Léa a regardé autour de la pièce, puis de nouveau Antoine. La prise de conscience a brisé son visage comme un miroir fêlé. « Qu'est-ce que tu me caches d'autre » a-t-elle demandé, la voix brisée. Antoine n'a rien dit. Et dans ce silence, Léa a compris qu'elle avait parié son avenir sur la mauvaise carte. « J'ai été tellement stupide » a murmuré Léa, la voix tremblante, avant de tourner les talons et de se précipiter vers la porte, sans attendre qu'Antoine ne prononce un mot de plus. La porte a claqué, résonnant dans toute la maison. Chloé a regardé Léa partir, puis s'est tournée vers Antoine, l'expression chargée à la fois de chagrin et de déception. « Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner, » a-t-elle dit, la voix basse et fatiguée. « Mais pour le moment, je veux juste que tu partes. » Antoine a ouvert la bouche pour dire quelque chose, puis a simplement hoché la tête. Il s'est dirigé lentement vers la porte, les épaules lourdes, comme un homme qui venait de perdre tout ce qu'il considérait autrefois comme acquis. Quand la porte s'est refermée, Diane a posé une main sur mon épaule, la serrant doucement. Chloé est venue s'asseoir à côté de moi, posant sa tête sur mon épaule comme elle le faisait quand elle était petite. Aucune de nous n'a rien dit, nous n'en avions pas besoin. Le silence n'était plus pesant. C'était le début de quelque chose de nouveau, une chance de reconstruire à partir de décombres que nous n'aurions jamais cru pouvoir réparer. L'audience préliminaire était fixée à un mercredi matin, au palais de justice de Bordeaux. Le ciel girondin ce jour-là était lourd et gris, avec des nuages bas reflétant l'humeur sombre de ceux qui s'apprêtaient à entrer dans une bataille juridique acharnée. Je suis arrivé avec mon avocate, maître Camille Rousseau, cette femme élégante aux cheveux argentés dont le regard perçant ne vacillait jamais face à un adversaire. Antoine est apparu lui aussi, accompagné d'un jeune avocat que je n'avais jamais vu auparavant. Un garçon qui semblait tout juste sorti de l'école d'avocat, serrant maladroitement une épaisse pile de dossiers. Camille m'a jeté un coup d'œil rapide, un léger sourire en coin se dessinant sur ses lèvres. « Ne vous inquiétez pas » a-t-elle murmuré. « Il ne fait pas le poids. » Nous avons pris place à la table de la partie civile, tandis qu'Antoine s'est assis en face de nous, n'ayant plus rien de l'homme confiant qui était entré dans ma vie 26 ans plus tôt. Il évitait mon regard, jouant nerveusement avec le bracelet usé de sa montre. La juge, une femme plus âgée à l'air sévère, est entrée et a demandé les déclarations d'ouverture. Camille a commencé par tout exposer. Le contrat de mariage restait valide. Antoine avait enfreint la clause de fidélité et il était nécessaire de geler le patrimoine conjugal pour garantir l'équité lors du partage à venir. L'avocat d'Antoine s'est levé, le visage pâle. « Votre honneur » a-t-il commencé, la voix légèrement chevrotante. Nous soutenons que le contrat de mariage est devenu caduc avec le temps, en l'absence de clause de renouvellement spécifique. La juge a haussé un sourcil et a feuilleté le dossier. La clause 17 stipule clairement que l'accord restera en vigueur pendant toute la durée du mariage et lors de toute procédure de dissolution. Aucune expiration n'est indiquée. Elle a refermé le dossier d'un coup sec, plongeant le tribunal entier dans le silence. Le tribunal juge le contrat de mariage valide. La plaignante a fourni des preuves suffisantes d'un manquement grave à la fidélité. Les biens conjugaux resteront gelés tout au long de la procédure, a-t-elle déclaré fermement. J'ai jeté un coup d'œil à Antoine. Il s'était affaissé sur sa chaise, l'air complètement vidé. La juge a poursuivi concernant le domicile. La plaignante, Madame Isabelle Dubois,
aura l'usage et la gestion exclusif et temporaire du domicile conjugal jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu. Le défendeur n'aura accès qu'à son compte personnel, limité aux dépenses de subsistance essentielles. L'avocat d'Antoine a tenté de formuler une objection, mais la juge a levé la main pour le faire taire. J'ai examiné les relevés de transactions, les dépenses personnelles et les preuves d'inconduite financière. Cette décision est nécessaire pour protéger la plaignante de pertes supplémentaires. Camille a souri légèrement, comme si elle avait anticipé chaque coup. Après l'annonce des décisions temporaires, la juge a levé la séance. Le procès officiel aurait lieu dans les 60 jours. Je me suis levé, rassemblant soigneusement mes papiers, tandis qu'Antoine restait figé sur sa chaise. Alors que je sortais de la salle d'audience, j'ai entendu ses pas hésitants me suivre dans le couloir vide. « Isabelle, s'il te plaît » a-t-il fini par croasser. « On s'est aimé, autrefois. » Je me suis retourné, croisant ses yeux qui m'avaient jadis convaincu que rien ne pourrait jamais nous séparer. Maintenant, il n'était rempli que de regrets. Je t'ai aimé, Antoine, mais je m'aime aussi. Et cet amour ne me permet pas de pardonner la trahison, ai-je dit, la voix calme, dénuée de colère ou d'amertume. Antoine m'a dévisagé, ses lèvres bougeant comme s'il cherchait ses mots, mais aucun n'est venu. Il a simplement baissé la tête, ses épaules s'affaissant sous le poids de ses propres mauvais choix. Je me suis détourné, marchant dans le couloir avec un étrange sentiment de paix. Dehors, une pluie fine tombait sur les rues pavées, comme pour laver les vestiges d'une vie à laquelle je n'appartenais plus. La nouvelle de notre divorce s'est répandue dans notre cercle social comme une traînée de poudre. En quelques semaines, les commérages chuchotés lors des soirées se sont transformés en vérité indéniable. Antoine, autrefois si fier de sa réussite, était devenu l'ombre de lui-même. Peu après l'audience, j'ai appris que Léa avait quitté Antoine. Elle a fait ses valises et a quitté l'appartement temporaire qu'Antoine peinait à garder sous la pression financière. Un ami commun m'a raconté plus tard qu'un soir dans un bar, Léa avait marmonné « Je n'ai pas signé pour aimer un homme fauché ». La petite entreprise dont Antoine se vantait de faire un empire s'est rapidement effondrée. Sans compétences financières et sans personne pour le soutenir, de mauvais investissements ont drainé le peu qui lui restait. En 3 mois, son bureau affichait un panneau à louer et le site web de son entreprise était en maintenance. Les amis qui trinquaient autrefois avec lui à chaque événement avaient disparu. Fini les parties de golf, fini les galas de charité. Quelques connaissances m'ont prudemment contacté, mais j'ai poliment décliné. Je n'avais pas besoin d'eux, et ils n'avaient jamais vraiment eu besoin de moi. Pendant qu'Antoine se noyait dans le naufrage qu'il avait lui-même provoqué, j'ai tranquillement reconstruit ma vie. En commençant par de petites choses, je me suis inscrite à une courte formation en conseil financier pour les femmes à l'université, rafraîchissant mes compétences et retrouvant mon rythme professionnel. J'ai loué un petit bureau dans un immeuble historique du centre-ville de Bordeaux. Ses grandes fenêtres donnaient sur le jardin public inondé de soleil. Sur la vitre, j'ai posé une simple plaque « Isabelle Dubois, transition financière ». J'avais choisi ce nom car je savais exactement ce que je voulais, aider les femmes à traverser les grands changements de la vie. Divorce, veuvage, perte d'emploi, reconversion professionnelle. J'avais autrefois souhaité que quelqu'un me tienne la main pendant mes jours les plus sombres. Maintenant, je voulais être cette personne pour d'autres. Ma première cliente fut une femme d'âge mûr qui venait de perdre son mari après 30 ans de mariage. Elle était assise en face de moi, serrant un mouchoir, sa voix tremblant alors qu'elle avouait sa peur de perdre le contrôle de ses finances. « Je ne sais même pas par où commencer », a-t-elle murmuré. J'ai souri doucement, posant ma main sur le dossier devant moi. « Nous allons commencer exactement là où vous en êtes, » ai-je dit. Un pas après l'autre, et vous n'aurez pas à le faire seul. Le bouche-à-oreille a fonctionné rapidement. Une cliente en a amené une autre. Des avocats spécialisés en divorce, des thérapeutes, et même des gens qui ne me connaissaient que par les ragots ont commencé à m'envoyer des clientes. En 6 mois, j'ai embauché une assistante, puis une associée. Un jour, en triant des papiers dans mon bureau, je suis tombé sur une vieille photo. Moi, Antoine et Chloé debout devant notre maison lors de notre premier été là-bas. Je l'ai fixé longuement. Il n'y avait ni colère, ni regret, juste une paix étrange et silencieuse. La vie n'était plus la même, et moi non plus. Je n'étais plus la femme qui attendait anxieusement qu'un mari rentre à la maison. Je n'étais plus la femme qui oubliait ses propres rêves juste pour sauver les apparences. En fin d'après-midi,
alors que les rues pavées étaient baignées par la lueur rose du coucher de soleil, Chloé est passée au bureau. Elle venait de commencer son nouveau travail à Toulouse, mais rentrait souvent le week-end pour me voir. « Je suis tellement fière de toi, maman », a dit Chloé en me serrant fort dans ses bras. J'ai souri, sentant un bonheur tranquille s'installer au plus profond de moi. Un bonheur aussi solide et durable que les vieilles pierres qui bordaient les rues où j'avais retrouvé mon chemin vers moi-même. Antoine avait choisi sa voie, et j'avais choisi la mienne. Le procès final du divorce a eu lieu par une fraîche matinée du début de l'automne. Je suis entré dans la salle d'audience avec Camille, vêtue d'une simple robe gris clair et me sentant plus en paix que jamais. Tout l'été, je m'étais préparé à ce moment. Pas seulement pour gagner, mais pour clore ce chapitre avec toute la fierté qu'il me restait. De l'autre côté de la salle, Antoine était assis avec un nouvel avocat, cette fois un homme plus âgé et plus expérimenté. Mais Antoine lui-même avait l'air totalement épuisé. Son costume semblait flotter sur sa silhouette désormais très amincie. La juge, la même qui avait présidé l'audience préliminaire, est entrée, ses yeux perçants balayant la pièce avant de commencer. « Affaire de Madame Isabelle Dubois contre Monsieur Antoine Dubois », a-t-elle annoncé sèchement. Camille s'est levée et a exposé toutes les preuves. La violation par Antoine du contrat de mariage, les biens dissimulés et l'utilisation abusive des fonds communs à des fins personnelles sur une longue période. Relevé de transactions, messages, photographies, tout était méticuleusement organisé, ne laissant aucune place à la contestation. La défense d'Antoine n'avait pas grand-chose à opposer. Ils ont simplement tenté d'en appeler à la clémence, balançant des phrases vagues sur leur passé commun et la contribution émotionnelle d'Antoine à la famille. Quand mon tour de parler est venu, je me suis levé, la tête haute. Pendant plus de 20 ans, ai-je dit fermement, j'ai investi toutes mes forces, mon temps et ma confiance dans cette famille. Je n'ai pas seulement élevé notre enfant et géré notre foyer. J'ai aussi assumé toutes les responsabilités financières quand mon mari a échoué. Ce que je demande aujourd'hui n'est pas une vengeance. Je récupère ce que j'ai construit et ce qui me revient de droit. La salle est tombée dans le silence après mes mots. Même Antoine n'avait plus d'arguments. Il fixait simplement le sol, les poings serrés comme s'il essayait de contenir quelque chose en lui. Finalement, la juge a rendu son verdict. Étant donné les preuves claires d'une violation du contrat de mariage, le tribunal accorde à Madame Isabelle Dubois la pleine propriété du domicile conjugal à Bordeaux, conserve ses propres plans d'épargne retraite et lui octroie 70% des biens communs, y compris les investissements et les économies. Monsieur Antoine Dubois ne conservera que ses biens personnels et le solde de son compte privé. J'ai pris une grande inspiration en entendant ces mots, non pas parce que je célébrais une victoire, mais parce que je sentais enfin un poids s'envoler de mes épaules. Antoine est resté immobile, comme figé sur place. Je l'ai regardé une dernière fois, ne ressentant aucune haine, seulement de la pitié pour un homme qui avait tout perdu à cause de ses propres choix. En sortant du palais de justice, la douce lumière du soleil d'automne m'a enveloppé comme une étreinte chaleureuse. Camille m'a tapoté légèrement le dos. « Félicitations, Isabelle », a-t-elle dit, un sourire fugace au coin des lèvres. « Vous n'avez pas seulement gagné des biens, vous avez récupéré votre avenir. » J'ai simplement hoché la tête. À cet instant, j'ai compris que la vie n'est pas toujours juste. Mais si vous défendez fermement votre valeur, il arrivera un jour où la justice vous sourira. Ce jour-là, je ne suis pas rentré directement chez moi. J'ai conduit droit à mon bureau. Ce petit espace que j'avais loué et nourri tout au long de ces mois difficiles. À l'intérieur, le bureau était parfaitement rangé, et la plaque indiquant Isabelle Dubois, transition financière brillait au soleil, un rappel silencieux. J'avais rené de mes cendres et construit un nouveau monde de mes propres mains. Antoine a presque tout perdu dans le divorce, mais sa plus grande perte ne fut ni l'argent ni les biens. C'était la confiance, le respect de sa famille et de ses amis, et surtout celui de sa propre fille. Quant à moi, je n'ai pas seulement repris ma vie en main. Je me suis redécouverte plus forte, plus libre et n'étant plus définie par personne d'autre. J'ai regardé par la grande fenêtre, observant les feuilles d'automne tourbillonner dans la brise comme une danse gracieuse. Un vieux chapitre s'était enfin refermé. Environ un mois après l'audience finale, une fin d'après-midi, alors que je terminais de la paperasse au bureau, le téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant m'a fait hésiter un instant. Antoine. Je l'ai laissé sonner encore quelques fois avant de décrocher. Allô. Sa voix était éraillée et fatiguée.
Je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais accorde-moi juste une minute. Je me suis adossé à mon fauteuil, me sentant étrangement vide à l'intérieur. Vas-y, ai-je dit sèchement. Il y a eu un long silence, comme s'il cherchait les mots justes. J'ai tout gâché, a-t-il finalement dit, la voix lourde. Je t'ai perdu, j'ai perdu notre fille, j'ai perdu mon propre respect. Il ne me reste plus que des regrets. J'ai fermé les yeux un instant. Une part de moi avait longtemps désiré entendre ces excuses, mais maintenant, en les entendant, je ne ressentais que du soulagement. Plus de douleur, plus de colère, juste le sentiment que la boucle était bouclée. Je sais, ai-je répondu calmement. Antoine a hésité, puis a ajouté, je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste savoir s'il nous reste une chance. Je vais changer. Je vais tout recommencer. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé la rue, baignée par la teinte dorée du coucher de soleil. Et je connaissais ma réponse. Non, Antoine, ai-je dit, ma voix douce mais ferme. Cette porte s'est fermée il y a longtemps. Je ne suis plus là à attendre pour l'ouvrir. Antoine est resté silencieux pendant un long moment. Je pouvais entendre l'effondrement dans sa respiration lourde. Tu mérites mieux, a-t-il fini par dire, et pour la première fois, j'ai cru qu'il le pensait vraiment. J'ai raccroché le téléphone, ne ressentant aucun frisson dans mon cœur. La vieille histoire était bel et bien terminée. Ma vie passait à un nouveau chapitre que je n'aurais même pas osé imaginer. Mon petit cabinet s'est développé rapidement, m'obligeant à louer un espace plus grand en l'espace de 8 mois seulement. Les clientes continuaient d'affluer. Des femmes qui avaient été mises à terre par la vie s'asseyaient désormais en face de moi avec de l'espoir dans les yeux. Je ne les aidais pas seulement à gérer leur argent. J'écoutais leurs histoires, je les guidais pour planifier un avenir qu'elles croyaient perdu. Je suis devenu leur point d'ancrage, la main tendue que j'avais autrefois espérée pendant mes jours les plus sombres. Chloé, ma fille, m'appelait régulièrement de Toulouse. Elle venait d'être promue à la tête de l'équipe de communication de son entreprise, et à chaque appel, je pouvais entendre une fierté irrépressible dans sa voix. « Tu es mon modèle, maman », avait murmuré Chloé un soir alors que nous étions assises sur la terrasse à siroter un thé. « Pas parce que tu as survécu à tout ça, mais parce que tu as transformé ta perte en ta plus grande force. » Ces mots, plus que n'importe quel succès financier, étaient la plus belle récompense que j'aurais pu recevoir. Un week-end, je me suis offert un voyage à Annecy, dans les montagnes, où les feuilles d'automne peignaient les collines en rouge, or et orange éclatant. Debout sur le balcon d'un petit chalet confortable, surplombant la vallée flamboyante, j'ai senti mon cœur s'ouvrir en grand et être totalement en paix. J'avais cru un jour que le bonheur consistait à maintenir une famille intacte à tout prix. Mais je comprenais maintenant que le vrai bonheur commence quand on se choisit soi-même, même si cela doit coûter tous nos anciens rêves. Isabelle Dubois, qui vivait autrefois dans l'ombre d'un homme, était entrée dans la lumière, écrivant sa propre histoire sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger le plan d'un nouveau programme, une série d'ateliers gratuits sur la gestion financière après le divorce, destinés aux femmes de la région. Parce que je savais qu'il y avait des femmes dehors qui avaient besoin d'aide. Une voix leur disant, « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Et cette fois, je serai cette voix. L'histoire d'Isabelle est un puissant témoignage de la force de se reconstruire après une trahison. D'une femme qui a tout sacrifié pour sa famille, elle s'est relevée après une trahison déchirante, reprenant sa vie en main avec persévérance, dignité et sagesse. Elle nous montre que la perte n'est pas la fin, mais le début d'un voyage plus libre et plus heureux. Que pensez-vous du parcours inspirant d'Isabelle? Auriez-vous choisi de partir ou de pardonner dans sa situation? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires inspirantes sur la famille.